Bienvenue chez Transport Média, au Palais 6, dans la zone Van Solutions. Nous recommençons la dernière salve de live studio. Dit wordt een tweetalig debat rond HVO. HVO is een biobrandstof dat als alternatief voor diesel kan dienen. Et nous avons deux personnes particulièrement compétentes pour parler de ce sujet. Il y a de plus en plus de demandes pour le HVO. Ils vont nous expliquer tout ça. C'est Jean-Benoît Schrans et Bertrand Geiselink de la Fédération Eneria. Je vais les laisser se présenter. Quelle est leur fonction respective au sein de la Fédération? Jean-Benoît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je m'occupe plutôt des contacts au niveau politique belge et aussi de la communication de la Fédération. Voilà. Bertrand? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis donc le secrétaire général adjoint de la fédération et je m'occupe en particulier des aspects techniques et opérationnels. Parfait. Bertrand, c'est à vous que je vais poser ma première question. Qu'est-ce que exactement le HVO et quel est son principal avantage environnemental? Voilà. Alors HVO d'abord c'est le nom donc d'un processus pour convertir donc des huiles végétales en carburant. Donc HVO c'est l'abréviation de Hydrogenated Vegetable Oil. Donc des huiles végétales hydrotraitées. Donc c'est une technologie relativement simple à mettre en œuvre, en tout cas pour les raffineries que nous avons aujourd'hui en œuvre. Et quand on parle de HVO aujourd'hui, on parle évidemment surtout de renewable diesel, donc de diesel renouvelable. Donc en l'occurrence, les huiles végétales dont on parle, ce sont des huiles usagées, des used cooking oil par exemple, et des graisses animales. Éventuellement aussi donc des comment dirais-je, des cultures oléagineuses, mais non comestibles. Donc ça fait partie des matières premières qui permettent de produire ce qu'on appelle donc le HVO aujourd'hui et qui est donc considéré comme un diesel renouvelable. Oui, donc idéalement sans concurrence au niveau des terres agricoles entre une culture qui va servir pour du HVO et une culture qui aurait pu servir à nourrir des êtres humains. C'est un débat qui est clos maintenant. Voilà, c'est-à-dire le HVO première génération existe toujours. Vous pouvez bien entendu le produire, mais celui dont on fait la promotion aujourd'hui et qui peut atteindre jusqu'à 90% donc de réduction de CO2 est à base de donc huile usagée et pas du tout à base donc de d'huile propre à la consommation alimentaire. C'est une blague que j'ai déjà faite avec Jean-Benoît il y a 1 an et demi. Donc, plus on mange de frites en Belgique, plus on peut fabriquer du HVO. Oui, en effet. Je pense que certaines marques de burgers connues ont d'ailleurs une façon de recycler leurs huiles de friture à travers leur flotte de transport. D'accord. Quelle différence est-ce que ça fait pour le moteur? Récemment, par exemple, le groupe Stellantis a annoncé que toute sa gamme de moteurs d'utilitaires légers était compatible avec le HVO. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence? Alors, d'abord, peut-être pour compléter les avantages donc pour l'environnement, au-delà donc du CO2 évidemment qui est l'objectif majeur, il faut aussi savoir que la molécule HVO, de par sa production, sa conception, plutôt la conversion à travers le procédé technologique, sont des molécules qui brûlent beaucoup mieux dans le moteur. Donc, ont comme caractéristique d'émettre moins de particules et moins d'NOx à la sortie moteur. Donc les moteurs sont constitués d'un moteur et puis des éléments post-combustion pour filtrer les particules et pour neutraliser le NOx. Donc avec du HVO, vous en produisez moins et donc vous avez un filtre à particules qui va être moins sollicité et donc moins à remplacer moins rapidement et moins de consommation de AdBlue pour le même résultat final. Donc ça, c'est les éléments, je vais dire, environnementaux. Après, pour le moteur, il n'y a pas de différence. Ça reste un produit tout à fait compatible en termes de caractéristiques techniques avec le diesel. D'ailleurs, il peut être consommé ou utilisé dans les moteurs soit à 100%, donc dilué, soit dilué avec du diesel fossile. Donc ça veut dire que s'il me reste 10 litres de HVO et que je ne trouve pas une pompe HVO, je peux remettre du diesel? Oui, tout à fait. Voilà. Ça se passe sans problème. En tout cas, les moteurs modernes, et vous le voyez dans le capot du réservoir, en général, il est indiqué les carburants qui sont compatibles avec le véhicule.
Et dans les diesels modernes, vous allez voir en général B7, XTL. Et donc HVO fait partie de la gamme XTL, donc qui est le nom technique du HVO. Hein. On va entrer un peu plus précisément dans certains aspects liés à la réglementation. Hier, nous avons eu un débat sur les rapports CSRD, enfin les rapports ESG dans le cadre de la réglementation CSRD. Donc, on va devoir de plus en plus rapporter ces émissions, ce qu'on consomme comme type de carburant. Est-ce qu'il y a des certificats HVO qui peuvent jouer un rôle pour aider les entreprises à abaisser leur rapport ? Alors tout à fait. Donc, comme vous le savez sans doute, donc les carburants sont soumis à des obligations de renouvelables en Belgique et en Europe d'ailleurs, hein, avec la directive RED, Renewable Energy. Donc, à travers ces directives, l'ensemble des carburants doivent intégrer un pourcentage minimum de renouvelables. Donc, évidemment, on dit bien l'ensemble, c'est-à-dire que si vous faites du 100% HVO pour une partie de la flotte automobile en Belgique, vous pouvez utiliser les crédits pour compenser des gens qui auraient moins de renouvelables. Mais ça joue évidemment donc sur le total et ça génère des crédits qui sont tout à fait utilisables. Ik krijg nu tot Jean-Benoît Schrans. Jean-Benoît, momenteel is HVO in België duurder dan diesel. Waarom is dat zo? Wel, de maximumprijs van de gewone diesel B7 vandaag is ongeveer 1,8 euro de liter, terwijl die van de diesel XTL HVO rond de 2,70 euro schommelt. Dus wel een duidelijk prijsverschil die vooral te wijten is aan de hogere kost van de productie van de HVO. Mm-hmm. Het kost duurder om HVO te maken, heel het proces, dan een gewone fossiele brandstof. Maar daarnaast, wat wij eigenlijk ook betreuren, is dat het accijnsniveau van de diesel XTL, van een hernieuwbare brandstof, hetzelfde is als die van een fossiele diesel. Terwijl dat eigenlijk geen incentive is voor de consument om te kiezen voor een hernieuwbare brandstof. Dus wij pleiten ook al een tijdje voor op zijn minst het verminderen van het accijnsniveau op deze hernieuwbare brandstoffen. Dat zijn dus twee verschillende punten. Ten eerste de productiekost. Kan deze productiekost dalen naarmate er nieuwe raffinaderijen HVO beginnen produceren? Of is het echt eigen aan het productieproces en aan de sourcing van grondstoffen? Het is een beetje de twee. Hè. Ik denk dat er schaaleffecten nodig zijn. We zitten vandaag nog in een kleine markt die zich moet ontwikkelen. Er zijn wel in Europa, denk ik, een 20-tal raffinaderijen die HVO produceren, dus op Europees niveau, met een aantal nieuwe plants die eraan komen. En daarnaast moet er een duidelijk politiek signaal komen naar de industrie om te investeren in deze producten. Dat is heel belangrijk, dat die markt wordt aangezet om te investeren, zodanig dat de prijs op een bepaalde termijn, zoals bij alle nieuwe technologieën, ook met de tijd gaat dalen. Ja, ik denk dat er landen zijn waar HVO goedkoper is dan diesel. Klopt? Wel, er is in Europa heb je het voorbeeld van Italië, dat een aangepast fiscaal niveau heeft voor de HVO, om net die meerprijs van de productie te compenseren. En je ziet soms in Italië op sommige plaatsen dat de diesel XTL, de HVO, goedkoper is dan de conventionele diesel. En helpt dat om de vraag op te krikken dan? In die landen? Wel, we zitten in een beginnende markt, dus we moeten kijken op termijn wat dat oplevert. Er moet natuurlijk ook een gerichte en doelbewuste communicatie zijn naar het groot publiek om aan te tonen dat een HVO een drop-in product is die je gewoon, zoals Bertrand heeft gezegd, kunt gebruiken in je huidige dieselmotor. Ja. Daar is nog veel, denk onbegrip of een gebrek aan kennis over het gebruik ervan. Groeit de vraag algemeen in België momenteel? Heel langzaam. Ik denk dat de prijsbarrière vandaag nog altijd het grootste struikelblok is om te kiezen voor een HVO. Het is ook niet bekend als product. HVO of diesel XTL wordt het is aangeduid aan de pomp. Maar we zien wel bijvoorbeeld in de professionele transportsector dat er een toenemende vraag is naar HVO, omdat die transporteurs, die professionals, en dan ook vooral kleinere bedrijven die niet financiële slagkracht hebben om een elektrische vrachtwagen te kopen, dat die willen overschakelen naar HVO om ook hun CO2-balans ook, te verminderen. Ja. Dus daar is wel een heel grote vraag naar. Ja. C'est vrai que
dans le secteur du transport, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Mais pour que le HVO progresse, et je vais me retourner à nouveau vers Bertrand, il faut aussi qu'on puisse en trouver. Alors le HVO, pour les grandes entreprises, on peut avoir ses cuves et sa propre station et se faire livrer du HVO. Mais il y a aussi un certain nombre de stations. Dans combien d'endroits est-ce qu'on peut trouver du HVO à la pompe en Belgique aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une vingtaine de stations de HVO à peu près qu'on trouve en Belgique, puisque évidemment la demande est très très faible. Hein. Le consommateur lambda n'a pas envie de payer 60 à 80 cents au-dessus du prix du litre. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. Aujourd'hui, la demande n'est pas là parce que le prix n'est pas attractif. Si effectivement des initiatives étaient prises en ce sens, on s'attendrait, si on arrive à un prix égal, que les gens préfèrent payer la même chose pour avoir un carburant environnemental, je veux dire neutre en CO2 ou quasiment neutre en CO2 que fossile. Mais tant que c'est pas le cas, aujourd'hui la demande va pas augmenter. Ce qui va faire évidemment la différence, c'est l'augmentation de l'obligation. L'obligation aujourd'hui est à peu près de 10,5% de renouvelables dans l'ensemble des carburants. Elle va augmenter avec la dernière version de la directive sur l'énergie renouvelable. On va arriver quasiment à 30% en 2030 sur l'ensemble du transport terrestre, maritime et aviation. Donc tous les carburants pour ces trois secteurs qui seront mis sur le marché en Belgique ou en Europe auront cette obligation donc de 30%. Donc ça va augmenter le besoin en production. Voilà, et notamment en HVO évidemment. Bien sûr, mais puisque le HVO coûte relativement plus cher à fabriquer que le diesel fossile, ça va marginalement peut-être augmenter le prix d'un litre de carburant dit fossile, qui sera un peu moins fossile qu'avant. Voilà. Exactement, mais c'est-à-dire que indépendamment de la volonté des gens, l'obligation va pousser de toute façon à une plus grande part de renouvelables dans le carburant classique. De 10,5, on va passer à 30. OK, on verra ce qui se passera au-delà des 30%. Et si du 100% est toujours proposé et à quel prix. Mais c'est évidemment ça qui fera la différence. Dans le même temps, à partir de 2026, on a la directive ETS2 qui va faire sentir ses effets sur base d'un prix à la tonne de 45 €, qui est à peu près la moyenne qu'on prend pour base aujourd'hui. On aurait un surcoût au litre pour la partie fossile de 11 centimes, d'après les études que j'ai lues. Ce sont des chiffres que vous... Oui, tout à fait. Allez, ça va entre 10 et 15 centimes, ça dépend un petit peu comment on estime. Mais c'est vrai que on est dans ces eaux-là. Donc ça diminue effectivement le différentiel entre le renouvelable et le fossile. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ça ne suffira malheureusement pas pour combler complètement le fossé et rétablir l'égalité des prix. Ja, en om die kloof te dekken hebben we een betere, gunstigere fiscaal regime nodig. Wie lobbyt voor een gunstiger fiscaal statuut voor HVO in België? Is dat Energia? Zijn jullie alleen? Of zijn er andere partijen rond de tafel? Wel, ik denk dat wij zeker als federatie die de multi-energieondernemingen vertegenwoordigt. Maar ik denk ook dat misschien ook alle automobilisten daarvoor zouden kunnen pleiten. Omdat zij ook belang hebben om zelfs vandaag met een thermische wagen bij te kunnen dragen tot de vergroening van het transport. Laten we niet vergeten dat binnen 10 jaar nog ongeveer 60% van de wagens op de weg een thermische motor gaan hebben. En die zijn vandaag wat wij noemen de vergetenen van de politiek. Want zij zouden ook met die hernieuwbare brandstoffen sneller kunnen bijdragen tot de vergroening van het transport. Want wij pleiten altijd voor technologie-neutraliteit. Dat wil zeggen dat alle technologieën een gelijke kans moeten hebben in de energiemix voor het transport. En Freddy de Mulder, de nieuwe voorzitter van FEBLAC, heeft ook recent gezegd dat, of het belang onderschreven van de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, dat men eigenlijk een en-en-verhaal moet hebben. Dat is wel heel belangrijk. En daarnaast pleiten wij ook voor het eindelijk een keer kijken naar een breder kader. Want een CO2 stopt niet aan de grenzen van een land. Dus we pleiten voor een levenscyclusanalyse. Dat wil zeggen dat je eigenlijk de CO2-impact van een wagen moet gaan bekijken van het begin, productie van de auto en batterij, tot aan de end-of-life cyclus van het product. Waarbij je dan eigenlijk verrassende resultaten gaat vinden.
Uiteraard zo is een elektrisch voertuig met een gewone 60 kilowattuur elektrisch voertuig gunstiger dan een diesel B7 na 60.000 kilometer, want je moet ook rekening houden met de koolstofintensiteit van de elektriciteit ook en de productie van de batterij. Maar die elektrische voertuig gaat natuurlijk gunstiger blijven dan een gewone B7. Ja. Daarentegen, als je met een HVO gaat rijden, die tot 90% minder CO2 uitstoot, zie je dat op een termijn van 200.000 kilometer dat een HVO min 34% CO2 uitstoot op de hele levenscyclusanalyse dan een elektrisch voertuig. Daarmee zeg ik niet dat de ene beter is dan de andere, maar gewoon dat het een en-en verhaal is. Dat er eigenlijk een complementariteit aan alternatieven moeten zijn om het transport te vergroenen. Dus u kunt zeker een aantal sterke argumenten op tafel leggen. Eerlijk gezegd is er kans op succes. Natuurlijk hebben we nog geen fédérale regering. On va, je suppose que vous allez vous mettre autour de la table avec le prochain gouvernement fédéral, parce que c'est au niveau fédéral et principalement du ministère des Finances que ça va se discuter. C'est plus une question de mobilité ici. Vous pensez vraiment avoir une chance de réussite? Mais on est conscient aujourd'hui que voilà, il y a un sérieux problème budgétaire pour les autorités publiques. Alors plaider pour une diminution des axes n'est peut-être pas, je dirais, un message qui va passer nécessairement facilement dans les oreilles des décideurs politiques. Mais d'un autre côté, il y a un objectif aussi de décarboner le transport. Donc pourquoi pas allier les deux? Eh bien, je vous souhaite des discussions constructives et créatives avec les futures autorités fédérales. Et on en reparle dans quelques mois pour voir si vous avez réussi à faire avancer ce dossier HVO. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.